Christophe Nicollet, le patron de Felco, qui peut me rejoindre sur scène. David Pignolet, le directeur financier international de Celgene, je crois que je peux le dire comme ça, je vous invite aussi à me rejoindre sur scène. Et Mario El-Khoury, dont on a déjà parlé, qui est le directeur du CSEM, Institut Clé, s'il en est. Ils ont peut-être déjà droit à une petite salve d'applaudissements à ce stade de la discussion. Il me manque un micro, Je vais récupérer celui-là. C'est le bal des micros. Voilà, je le pose là. Monsieur Nicollet, je commence avec vous, si vous êtes d'accord. J'ai dit, vous êtes le patron de Felco. Pour le dire très simplement, vous fabriquez des sécateurs. Et a priori, un esprit béotien comme le mien se dit, mais pourquoi est-ce qu'un fabricant de sécateurs devrait se préoccuper des défis posés par la révolution industrielle 4.0 ? L'esprit béotien que je suis aurait tort de se poser cette question parce que vous allez nous le démontrer, c'est un défi que vous devez relever. En tout cas, je vais le tenter. Je vais le tenter de vous l'expliquer. J'en ai pris un. J'ai pris un sécateur ici avec moi. Ce sécateur, il a deux particularités. La première, c'est que c'est probablement l'outil agricole le plus copié dans le monde. À l'instar de Frisbee et de Frigidaire, par exemple, c'est aussi devenu un nom commun dans beaucoup de pays pour appeler un sécateur. Donc, c'est le Felco 2. Il a une autre particularité, c'est qu'il a été commercialisé en 1959. Et depuis plus d'un demi-siècle, ça reste notre best-seller dans cette gamme de produits. Donc c'est tout à fait exceptionnel. J'aimerais vous présenter une courbe, si j'avais la petite zapette. Mon Dieu, la zapette. Entre cette zapette et ces micros, on ne va jamais s'en sortir, je crois. Où est-elle? Pardon? Elle est là, elle est repartie toute seule. Hop. Ah voilà, désolé pour ce petit Voilà, point. merci. Donc, comme je le disais, cet outil a été commercialisé en 1959, donc il a traversé absolument toutes les révolutions industrielles de ces dernières décennies. Un petit temps de retard, une seconde. Oui. Voilà, j'espère que ça peut partir. Voilà, donc commercialisation en 1959 avec 2 décennies de croissance. La demande est plus grande que l'offre, donc on vend tout ce qu'on produit. Le premier indicateur conjoncturel, c'est le choc pétrolier organisé par l'OPEP en 59, un deuxième choc pétrolier en 79, quelques années de morosité. On arrive à repartir à la hausse, on a l'éclatement de la bulle immobilière, puis de nouveau quelques années de morosité, on repart à la hausse, on a un pic. Puis la bulle Internet, septembre 11 passe par là. On a une forte chute, les subprimes ne nous aident pas. Et puis finalement la BNS qui arrête de défendre le taux plancher, c'est plutôt une pression sur les marges que sur les volumes. Donc cette courbe montre que notre Felco 2 Index, il est au moins aussi pertinent que pas mal d'indicateurs conjoncturels. Absolument. On va le retenir, ce Felco 2 Index. Il restera. Alors, pour nous, il est clair qu'on considère que l'introduction de nouvelles technologies est le meilleur moyen de compenser les inconvénients de la place industrielle suisse. Donc, ça a commencé très tôt chez Felco. Déjà dans les années 85, les premières machines d'automation sont apparues. Et donc là, il y a une automatisation massive de notre outil de production. Ça nous a permis de conserver des prix de revient relativement constants dans les années 90 et 2000. L'avènement des nouvelles technologies a fait que finalement on a pu ouvrir de nouvelles pistes. Par exemple, je vous donne quelque chose de très concret. J'ai sur mon iPhone ici la possibilité de voir le statut de toutes les machines de production actuellement en fonction au Genevois-sur-Coffrane. Ça nous permet d'avoir des statuts sur les taux de rendement synthétique, de planifier des mises en train, et prochainement d'anticiper par de la maintenance préventive ou prédictive plutôt des interventions sur les machines. Donc on parle aujourd'hui, avec l'introduction de ces nouvelles ères, donc par l'Internet des objets notamment, d'un transfert pas seulement homme-machine, mais également entre les différents moyens de production. Les robots actuels vont un peu se libérer de leur cage. Avec leur capacité cognitive, auto-apprenante, ils vont pouvoir être mis devant des outils de production qui sont des moyens de production un peu rébarbatifs, charger une étampe 8 heures par jour, qui veut encore faire ça? Eh bien, des robots collaboratifs, ils pourront le faire. Il est important de maintenir l'humain au centre de nos préoccupations. Et puis, à ce titre-là, j'ai un petit film qui dure 1 minute 30 pour montrer comment l'humain
doit rester au centre de nos préoccupations, que ce soit pour l'outil qui est produit ou pour la façon de le produire. On regarde ça. Merci Christophe Nicolet, très impressionnant, je ne regarderai plus jamais un sécateur de la même manière. Je passe la parole et éventuellement le micro. Le slide est déjà apparu. Vous voyez que l'évolution 4.0, elle peut nous mener à, quand l'esprit libéré d'une dessinatrice de presse l'imagine, à ça peut-être. Mais pour nous, créativité et inventivité doivent rester au centre de nos préoccupations parce que sans cette créativité et cette inventivité, on n'a pas de productivité et de réactivité. Bien sûr. Désolé de vous avoir interrompu. Je disais que je passe la parole à votre voisin, David Pignolet, vous allez nous parler de Celgene. Vous êtes la multinationale du panel, si j'ose dire, mais c'est le cas. Vous faites confiance à la Suisse, vous faites confiance à Neuchâtel, vous faites tellement confiance à Neuchâtel que vous investissez beaucoup de millions du côté de Couvet. Pourquoi est-ce que vous continuez de faire confiance au pays et à la région? Alors effectivement, Celgene et Neuchâtel, c'est une histoire d'un peu plus de 10 ans. Et il y a 10 ans, il n'y avait rien en Europe. Et il y a eu ces quelques fondateurs de la société qui cherchaient une expansion internationale pour leurs produits, puisqu'ils allaient arriver avec un produit qu'ils espéraient fantastique, et ça a été démontré. Et donc la Suisse a été dans le panel. Et Neuchâtel a été retenu par sa capacité d'accueil, ses conditions cadres, par la possibilité aussi, et je dirais même la Suisse, mais ensuite Neuchâtel, d'avoir, et Daniel Borel en a parlé, d'avoir ces gens qui savaient le faire, mais avec un certain pragmatisme. Pas simplement des académiciens, mais des gens qui allaient faire les choses. Et donc Neuchâtel a été retenu. Il est assez ironique de penser qu'une société pharmaceutique américaine sont venues en Suisse. On voit plutôt l'inverse du point de vue suisse, mais voilà, ça s'est fait ainsi. Neuchâtel avait cette envie d'avoir, et je pense qu'il est toujours plus agréable de venir dans un endroit où on est désiré qu'accepté. Et donc ça a été le cas pour Celgene. Et la collaboration fut telle que, effectivement, comme vous le dites, les besoins croissants de nos produits nous demandent d'investir encore dans des capacités supplémentaires de production. Et nous le faisons encore dans le canton de Neuchâtel, pas sur le même site pour des raisons de risque, puisqu'on essaie de ne pas avoir toute la même production pour des raisons évidentes. Et donc, on est parti dans le Val de Travers, cher à M. Caracas, pour lui faire plaisir. Non, parce qu'il y avait du terrain disponible. Uniquement pour lui faire plaisir. Donc voilà pourquoi Neuchâtel et voilà pourquoi Celgene à Neuchâtel. Je crois que pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir compter sur ce partenariat qu'on peut avoir, non seulement avec les autorités, elle est importante, mais autant avec les autorités
alors fiscale évidemment, mais économique, avec les écoles. Un exemple, on avait de la peine à trouver des opérateurs en industrie pharmaceutique, parce que c'est une formation qu'on ne connaît pas en Suisse, et avec l'appui du canton, avec l'appui des écoles, on a créé la propre formation. Parce qu'il était important pour nous de pouvoir disposer de cette forme de talent. Et ça, c'est aussi une des forces de la Suisse peut-être, c'est de ne pas être ankylosé. Je pense que ce qu'un entrepreneur recherche, c'est de l'agilité. Et l'agilité, c'est une agilité intellectuelle, mais aussi une agilité de la part de son partenaire. Et si les deux arrivent à s'entendre, alors on arrive à faire des choses fantastiques et the sky is the limit. Et on a trouvé cet appétit, Daniel Borel en parlait, d'avoir envie, d'avoir faim quelque part. Il y a eu cet appétit du canton de prendre un risque, un peu le risque de Pascal finalement, de dire je mise. Et puis on verra bien, si ça se développe, tant mieux pour nous. Et puis si ça ne se développe pas, c'était un coup dans l'eau, mais voilà, c'était pas non plus un coup trop grave dans l'eau. Donc Neuchâtel a joué ce rôle, et je pense que la Suisse doit rester dans cet accord d'agilité, doit toujours se questionner sur ce qu'on amène. On investit beaucoup dans la formation, on fait venir beaucoup d'académiciens, on est une société pharmaceutique. Le quart de nos employés travaillent dans tout ce qu'on appelle les recherches cliniques. C'est où la majorité de nos investissements partent. L'industrie pharmaceutique est très gourmande en recherche clinique, puisqu'il faut prouver l'efficacité, heureusement, et surtout le degré de risque du médicament. Ça prend des années, et donc nous avons besoin de ces chercheurs. Et donc il faut trouver les talents. Ils ne sont pas toujours trouvables en Suisse, donc il faut pouvoir les attirer s'ils ne sont pas dans la région. Et une fois de plus, la Suisse et Neuchâtel, il y a pire comme endroit dans le monde pour venir. On est bien d'accord. Mario El-Khoury, j'ai dit, vous dirigez le CSEM, vous êtes au service de cette industrie, de ces entreprises, vous les côtoyez de près, vous les observez, donc vous êtes capable de nous donner peut-être un diagnostic de la position aujourd'hui de Neuchâtel et de la Suisse, ou comme vous voulez, enfin des deux, c'est un peu lié quand même, dans cette révolution 4.0, ou quatrième révolution industrielle, tout dépend comment on veut l'appeler. Je crois que ça marche. Très bien. Ça marche ? Ça marche. Très bien. Alors, moi je suis très enthousiaste, très passionné par ce sujet 4.0. Passionné peut-être, je l'ai un peu mieux compris avec Daniel tout à l'heure, c'est peut-être parce que j'ai un peu faim d'ailleurs. Mais 4.0 pour moi est une aubaine pour l'industrie suisse, pas seulement une petite opportunité, c'est une vraie aubaine pour l'industrie suisse. D'ailleurs, les statistiques ou les questionnaires, il y a 90% des entrepreneurs suisses qui trouvent que c'est un facteur important pour améliorer la compétitivité. C'est une révolution alignée entièrement avec nos besoins de notre industrie. C'est une révolution qui va permettre de diminuer l'impact du coût de la main-d'œuvre sur le produit fini, qui va permettre de rendre l'industrie plus agile, plus flexible, qui permet d'individualiser les produits, d'attaquer plus de niches. Et en plus, c'est une technologie qui demande de la main-d'œuvre qualifiée. Quoi de mieux pour la Suisse ? Je dirais que si cette industrie 4.0 n'était pas inventée par les Allemands, c'est nous qui aurions dû l'inventer. Je suis aussi très positif parce que, pas seulement c'est une aubaine, mais contrairement à beaucoup de voix qui se lèvent, je crois fondamentalement que l'industrie suisse est très bien préparée pour 4.0. Vous le voyez ici sur un des slides, c'est une analyse faite par le bureau de consultance Berger en Allemagne. Regardez seulement la hauteur, ou bien l'axe des Y dans notre jargon, qui montre le readiness des pays par rapport à l'industrie 4.0. Readiness en français, j'ai envie de dire la prétitude, mais je crois que ça n'existe pas. La prédisposition. À quel point le pays est prêt ? Est prêt, l'industrie du pays. Alors c'est clair, cette étude a été faite en 2014 et l'Allemagne est en haut, on n'est pas étonné, c'est eux qui ont inventé ce concept, qui sied à leur entreprise. Mais en fait, ne vous inquiétez pas de ne pas trouver la Suisse, c'est tout simplement, ils ont oublié de tenir compte de notre petit pays. C'est malin. Et ici, en 2015, quand ils ont tenu compte, enfin de nous, on est même en dessus de l'Allemagne. Donc notre industrie est encore plus prête à prendre le virage que l'industrie allemande. Et ça, c'est réjouissant. On peut l'expliquer aussi par beaucoup de facteurs rationnels. Finalement, je suis aussi très enthousiaste parce que de point de vue technologique, c'est quoi finalement Industrie 4.0 ? C'est des capteurs qui vont faire des mesures et transmettre, communiquer ces mesures, se faire analyser les données, etc. C'est ce qu'on appelle en Suisse la microtechnique. Et qui mieux que la Suisse est placé pour la microtechnique ? Ici, j'ai pris quelques exemples du CSEM. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je vais prendre juste le premier, peut-être en haut à gauche. Un prototype que nous avons développé il y a quelques années avec une entreprise française SNR. C'est un roulement à billes
autonome et communicant. C'est un roulement à billes qui n'a pas besoin d'une source d'énergie extérieure, qui va tout seul détecter quand ça tourne mal, quand ça va mal, communiquer à l'équipe de maintenance, venez me changer s'il vous plaît, il y a quelque chose qui ne tourne plus. Ça, c'est un des exemples d'industrie 4.0. Au-dessous, il y a aussi une collaboration avec l'entreprise neuchâteloise Semtech dans l'Alliance LoRa, Internet des objets, toutes les pièces vont pouvoir communiquer dans un avenir proche. Notre défi dans ce projet, le XEM, c'est de permettre une localisation automatiquement liée à la communication. Du moment que l'objet parle, on saura où il est, sans ajouter d'infrastructures supplémentaires. Pour terminer, j'aimerais dire clairement, ce n'est pas parce que nous avons déjà l'aptitude, parce que nous sommes préparés, qu'il ne faut rien faire. Nous avons des défis certainement devant nous. Du côté des centres de recherche comme le XEM, nous avons aussi un défi important. Nous avons énormément misé ces dernières années sur l'innovation produit. Il faut continuer à le faire, mais il faut encore se préoccuper un peu plus de l'innovation procédés et processus industriels. Ça, c'est de notre côté. L'autre défi, c'est ce qu'on dit toujours, ne pas dormir sur les lauriers. Mais là, je ne suis pas inquiet. Vous le savez très bien, nous autres Suisses, j'ai envie de dire avec un petit accent libanais, nous autres Suisses, nous savons très bien que quand nous sommes très bien, c'est que quelque chose ne tourne pas. C'est faux. Nous ne sommes pas les premiers de l'innovation, c'est faux. Nous ne sommes pas les premiers de la compétitivité. Donc, il y a tout qui reste à refaire. Merci. Merci à vous, Mario El-Khoury. On peut vous applaudir, je crois. Je reviens vers vous parce qu'en entendant Mario El-Khoury, en entendant tout à l'heure aussi Jean-Nathan Caracas nous présenter Microcity, on a l'impression d'un écosystème parfaitement cohérent où tout le monde se rencontre 3 fois par jour et tire à la même corde pour franchir cette étape de la 4e révolution industrielle. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement tout ceci est un peu de la poudre aux yeux et c'est chacun pour soi, chacun dans son coin, Christophe Nicollet? Non, alors c'est pas chacun dans son coin. Bon, là, on vient de donner un nom sur ce qu'on fait depuis quelques années, mais cette révolution industrielle 4.0, elle est en marche. Et c'est ce qui va pouvoir permettre à notre industrie de sauvegarder ses emplois. On en est persuadé. Alors, il faut vraiment aller de l'avant, mais à son rythme. Daniel Borel disait qu'il y a urgence. Bon, chez nous, on pointe encore. Donc, on est... Pas bien. On y va à notre rythme, en fonction de nos capacités d'investissement, mais on sait que le train est à prendre maintenant, et il faut vraiment y aller. Peut-être, j'ai envie de vous poser la même question aussi. Quel sentiment vous avez, vous, qui êtes exogène, si j'ose dire? Enfin, pas vous-même, mais Celgene. Non, je suis un produit du cru. Écoutez, oui, alors... Le 4.0, on peut se dire, mais pour l'industrie pharmaceutique finalement, mais il y a énormément de points qui nous intéressent. Premièrement, rien que dans la production, effectivement, l'automation est pour nous indispensable puisque les maladies que nous soignons sont des maladies cancéreuses, pour une partie, graves. Et vous ne pouvez pas simplement toucher ou respirer ce médicament ou cet principe actif. Donc, rien que là, il nous faut des solutions innovantes pour éviter le contact humain et éviter que les personnes doivent porter une combinaison d'astronautes de 20 kg tous les jours pour faire cela. Donc, l'automatisation et l'industrialisation est important, autant que chez Felco. Mais aussi pour tout ce qui est, par exemple, d'effets secondaires. Chaque entreprise doit recenser tous les effets secondaires que le médicament peut apporter. Et si on dépend du fax, du téléphone, du scan, c'est imparfait, c'est un système très imparfait. Je pense que dans l'avenir, la technologie sans fil, la technologie par téléphone, on le voit déjà. Je pense que s'il y a des sportifs dans la salle, on a déjà des capteurs, on en a parlé dans les habits. Tout ça va révolutionner la façon dont on consomme aussi notre santé, je dirais, mais aussi les apports que les médicaments vont nous apporter. Et je ne vais même pas rentrer dans la science-fiction de petites choses qui pourraient se trouver dans les pilules qu'on ingère. Quelqu'un a prononcé le mot fiscalité. Neuchâtel a été un laboratoire en quelque sorte, à plus forte raison quand on regarde ça d'aujourd'hui, en plein débat national sur la 3e réforme de l'imposition des entreprises. Neuchâtel a fait figure de pionnier, a baissé son taux à 15%. J'ai envie de vous entendre, alors répondre à qui veut, mais à quel point ça a été déterminant. Puis est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on craint une surenchère des autres cantons voisins qui a déjà commencé d'ailleurs? Qui a envie de répondre à cette question? Mario El-Khoury.
Je ne peux pas répondre directement. Je ne suis pas touché par ce problème vrai, de la fiscalité. J'aurais peut-être dû la poser à Christophe Nicollet. J'aimerais juste peut-être, puisque j'ai la parole, parler de l'importance de la fiscalité, l'importance de l'ouverture à l'Europe, l'importance de la flexibilité du marché de travail. Je crois que ce sont ces conditions cadres qui permettent de maintenir les grandes entreprises chez nous en Suisse, qui contribuent au fait qu'on est premier en compétitivité, qu'on est premier en innovation, etc. Donc la fiscalité, effectivement, est un élément très très important pour moi, bien que je ne sois pas directement touché. Alors, je vais laisser répondre Christophe Nicollet, mais d'abord, je poursuis la question. Vous le dites vous-même, malgré les efforts, le volontarisme des uns et des autres, c'est une question qu'on verra certainement aussi dans la table ronde conclusive, il y a un certain nombre de facteurs qui nous échappent. On pense au Francfort, évidemment, on pense à l'isolement politique de la Suisse, vous l'avez presque dit. Tout ceci vous autorise à garder l'optimisme dont vous nous avez fait part tout à l'heure, ou c'est quand même des facteurs qui sont de gros nuages? De mon côté, il y a des défis importants que vous venez de citer, mais la voie est tracée. On a les ingrédients, on a la recette, on sait très bien. On a déjà vécu des crises qu'on a très vite oubliées. 2011-2012, l'euro a chuté bien plus que récemment. Et tout le monde avait prédit la fin de l'industrie suisse, les délocalisations, etc. Si vous regardez les statistiques, l'industrie exportatrice de marchandises a exporté plus. Après, on était en parallèle premier en innovation, premier en compétitivité, donc on connaît les ingrédients. L'élastique n'est pas attiré infiniment. À un moment donné, ça peut casser, etc. Mais ce n'est pas le moment de changer les recettes ou les ingrédients qui nous ont donné le succès. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Et je crois qu'Industrie 4.0 vient ajouter encore une couche pour la compétitivité des pays industriels à coût de main-d'œuvre élevé comme la Suisse. Christophe Nicollet, puisque c'est à vous que j'aurais dû poser la question, je la pose maintenant. À quel point cette fiscalité avantageuse était déterminante et le reste? Non, mais je pense que la fiscalité, la voie est tracée maintenant, la tendance est bonne. Et ce n'est pas, un topic qui est vraiment discuté au sein de notre entreprise. Il y a d'autres problèmes qui sont nettement supérieurs. Bien entendu, le franc fort et puis les salaires élevés en comparaison internationale. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, les cartels d'importation. On suffoque sous ces cartels qui font que les prix de notre matière première, des produits semi-finis, est encore et toujours trop élevé en comparaison européenne. Donc on doit faire des gesticulations logistiques avec des importations parallèles au travers de nos filiales. Et on arrive encore à importer moins cher que ces cartels, donc on marche sur la tête. Donc ça, c'est vraiment des problèmes dont on devrait se focaliser maintenant pour aider les entreprises, les PME comme les nôtres. David Pignolet, en conclusion, vous avez fait une déclaration d'amour à ce canton. Prenez un engagement maintenant devant 500 personnes. Jusqu'à quand est-ce que vous restez à Neuchâtel? Aussi longtemps que le pourra. Je n'ai pas une boule de cristal pour dire jusqu'à quand. Les investissements massifs qu'on fait ne sont pas pour 6 mois. Développer un nouveau site industriel pharmaceutique simplement pour la validation médicamenteuse prend plus d'1 année. Donc si on est venu ici, on espère y rester et j'espère que l'entreprise y restera le plus longtemps possible. Mais tout dépendra bien sûr des conditions cadres, non pas seulement de Neuchâtel, mais de la Suisse. Le Francfort, pour nous, n'est pas un grand problème. C'est un peu un problème, mais le coût du franc suisse dans nos productions n'est pas très important. Donc, on n'en a pas souffert. Mais je pense que ce qui nous inquiétera et qui nous inquiète plus, c'est bien sûr, comme beaucoup d'entrepreneurs, l'accès à la main-d'œuvre. On ne peut pas vivre que de main-d'œuvre suisse, même si ce serait idéal peut-être, mais c'est une utopie. Et en plus, la diversité culturelle a toujours été un bénéfice pour une société. Donc son exclusion me paraît difficile. Donc ceci sera un critère important. Et ce pragmatisme, cette capacité aussi de former des apprentis, pas seulement des académiciens, ce pragmatisme aussi dans le travail, cette possibilité de créer de nouvelles formations, cette intelligence à savoir se réinventer. Je pense que c'est là qu'on attend beaucoup de nos autorités, mais pas que de nos autorités, parce que finalement, c'est toujours facile de regarder, et je regarde les messieurs du premier rang, regarder le gouvernement en disant « faites quelque chose », mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et c'est là où Neuchâtel a peut-être une écoute, et la Suisse a une écoute aussi, et je pense qu'il faut qu'on la garde. Merci David Pignolet, merci Christophe Nicollet.
Merci. C'est vrai, c'est un cadeau? Oh là là. Celui-là, je le garde. Merci, messieurs, c'était vraiment passionnant.